Allez, bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier réalisé sans montage, sans trucage, d'une seule traite, sans notes, à la main et comme ça, comme dirait ma fille, au talent, modestement, me dit-elle, quand elle n'a rien révisé et qu'elle me dit « T'inquiète pas papa, je vais y aller au talent ». Ouais, bah travaille quand même un peu avant ma fille, bref. On vous salue bien bas, les petits singes de la sagesse et moi-même. Évidemment, cette semaine, et vu l'actualité plus que récente, l'actualité brûlante, c'est l'échec des négociations, le scénario noir qui commence pour la guerre en Iran. Alors, quelle guerre qui devait être quelque part de courte durée est en train bien évidemment de s'enliser. Au moment où j'enregistre, il doit être 18h. Nous sommes confrontés au blocus du blocus du blocus du blocage. Donc Donald Trump a annoncé qu'il allait bloquer le détroit d'Ormuz qui était bloqué par les Iraniens. On va y revenir parce qu'évidemment, ce n'est pas Trump qui bloque le détroit d'Ormuz, c'est Trump les États-Unis qui bloquent le détroit d'Ormuz pour les navires qui viennent de Chine et qui transportent le carburant liquide pour les missiles iraniens. Et vous avez 3 navires qui vont arriver, donc ce n'est pas un hasard si le blocage du détroit d'Ormuz est décrété maintenant, le blocus par l'armée américaine et par la marine américaine. Ce n'est pas non plus un hasard si les États-Unis vont empêcher les navires de sortir, les navires, les pétroliers qui, eux, seraient partis pour ravitailler la Chine ou l'Inde, alliée de l'Iran. C'est évidemment tout ça qui est en ligne de compte. Vous êtes sur un Yalta 2.0, c'est une 3e guerre mondiale. Je vous renvoie à ce qu'a écrit la semaine dernière Ray Dalio. Ray Dalio, c'est la légende des marchés, c'est le Warren Buffett, si vous voulez, du marché obligataire. Donc Warren Buffett Ray Dalio est aux obligations et marché obligataire, ce que Warren Buffett est aux actions et au marché actions. Donc c'est une légende vivante et Ray Dalio, eh bien, il a tout simplement dit que nous étions dans une 3e guerre mondiale et que cette 3e guerre mondiale elle était loin d'être terminée, elle ne faisait presque que commencer. Et l'objectif, c'est évidemment la nouvelle répartition des pouvoirs et des grandes puissances, le partage du monde par les grandes puissances, de notre petit monde et nous, petites fourmis là-dedans, et moi, eh bien, nous subissons. Alors nous, on subit pour le moment que des conséquences économiques. Et puis, si vous pensez aux gens qui sont en Iran, au Liban, à Gaza, en Ukraine, eh bien, vous avez dans le Donbass, d'accord, on peut tous les citer. Là, on ne fait pas de hiérarchisation dans les souffrances. Vous avez évidemment des gens qui sont victimes, eux, de la guerre physique et qui vivent sous les bombardements, la violence, etc. Et c'est évidemment très compliqué. De l'espoir au retour de la peur de la guerre, c'est ça que nous allons vivre pour la semaine qui s'ouvre et qui était assez prévisible pour tout vous dire. Donc Trump, souvenez-vous, annonce un cessez-le-feu. Quand Trump annonce le cessez-le-feu, eh bien, le pétrole baisse, on passe de 120 $ à moins de 100 $, 95 $ le baril. Les marchés financiers qui avaient légèrement corrigé, ils avaient perdu à peu près 10%, eh bien, se mettent à remonter en flèche, ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, par rapport au début de la guerre, plus de 40 jours maintenant, les marchés financiers n'ont quasiment pas corrigé, puisqu'ils avaient le peu qu'ils avaient perdu, ils l'ont globalement repris cette semaine avec des performances absolument phénoménales sur les marchés financiers, plus 4%, plus 5%, bref, voilà. Et puis, évidemment, échec des négociations pendant le week-end, J.D. Vance, échec des négociations. Le Pakistan exhorte Washington et Téhéran à poursuivre idéalement leur cessez-le-feu. Et puis, Vance qui a dit « Nous rentrons aux États-Unis sans être parvenus à un accord ». Je suppose, je passe pas trop de temps là-dessus. Vous l'avez évidemment entendu à la radio, à la télé, dans tous les JT et sur toutes les chaînes d'information continue. Cet échec implique évidemment une inversion du sentiment des investisseurs et de tous les acteurs économiques. Cette inversion, eh bien, c'est que
les espoirs on avait un sentiment d'espoir de paix et d'espoir de règlement rapide de la situation. Et l'inversion, c'est qu'évidemment, ça va être le retour de la peur de la guerre, de l'embrasement, de l'emballement. Et donc, là, il n'y a plus d'espoir de retour de paix à ce stade. On peut évidemment prévoir ce qui va se passer, c'est-à-dire que le pétrole qui avait fortement corrigé va remonter, et puis les marchés qui avaient fortement remonté vont corriger et vont baisser à nouveau. On peut évidemment prévoir de manière assez basique et assez simple le chemin inverse et l'inverse de ce qui a été obtenu évidemment sur les conséquences économiques concernant l'annonce de cessez-le-feu. Là, c'est vraiment voilà, c'est la symétrie inverse, si vous voulez. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, hein. Donc quand vous avez le cornu qui vous dit que les prix de l'essence vont baisser, non, ils ne vont pas baisser. Voilà, ils ne vont pas baisser. Si ça baisse, ça va être momentané et il n'y a rien de durable là-dedans. Nous avons un grand manque. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, il paraît, ce n'est pas confirmé, vous prenez ça avec toutes les précautions oratoires parce que c'est quasiment du direct et du temps réel, il paraît que dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui est la même chose que le détroit d'Ormuz, mais pour la mer Rouge, hein, et l'entrée dans la mer Rouge et après l'accès au canal de Suez, et là vous avez le Yémen avec les Houthis qui sont des alliés de l'Iran et qui détiennent, enfin qui ont le détroit de Bab el-Mandeb et qui peuvent le contrôler relativement facilement, eh bien évidemment ça va poser quelques problèmes puisqu'a priori un navire britannique aurait été pris pour cible au moment où j'enregistre, mais c'est à prendre avec des pincettes. Alors, le cornu justement, parlons de notre Premier ministre qui a parlé, je crois, jeudi ou vendredi, je ne sais plus très bien, mais peu importe, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre maréchal Premier ministre? Eh bien, il nous dit, les gars, va falloir interdire les chaudières au gaz. Bah, tu m'étonnes, Tintin, qu'il va falloir nous interdire les chaudières à gaz dans le neuf, c'est que on n'a plus de gaz en fait, hein, puisque le gaz, il vient aussi en partie pour quelques dizaines de pourcents du Qatar et donc du détroit d'Ormuz. Et là, ça va être très compliqué, puis ça va être très compliqué pendant plusieurs années, on va y revenir. Et donc justement, inverser d'ici 2030 notre consommation trop dépendante des énergies fossiles en passant de 60% de pétrole et gaz à 60% d'électricité. Donc c'est vraiment un basculement, c'est le choc électrique, c'est l'électrification de notre énergie avec la réduction le plus possible de nos énergies carbonées. Alors, on a deux échéances, 2030, 2050, et interdiction dès cette année de l'installation de chaudières gaz dans les logements neufs. Et oui, toutes les économies vont être bonnes à prendre. Bon, en plus avec la récession. Alors, il dit pompe à chaleur, pompe à chaleur, pompe à chaleur. Alors aujourd'hui, vous avez un espèce de dogme sur les pompes à chaleur au niveau du gouvernement. Je pense que tant qu'on ne leur installera pas chez eux ou qu'ils essaieront pas de se faire installer chez eux des pompes à chaleur, ils auront du mal à comprendre que, un, c'est extrêmement coûteux, deux, qu'il faut des installations d'un point de vue thermique extrêmement bien calibrées pour que ça fonctionne bien, que trois, en plus, il faut des compresseurs, des machins, des trucs, c'est moche, c'est en façade, enfin bon. Bref, ça pose des vrais problèmes, les pompes à chaleur, que ne posent pas les radiateurs électriques, mais qui effectivement consomment techniquement un peu plus que les pompes à chaleur, sauf que quand il fait très froid, les pompes à chaleur, eh ben, souvent elles se mettent sur des grilles. Sur des grilles de chauffe, puisque des résistances chauffantes pour chauffer un petit peu plus l'eau, parce que les pompes à chaleur ne fonctionnent pas quand il fait trop froid. Voilà. Donc bon, tout ça est un petit peu capillotracté. Il suffirait simplement de dire, vous avez ce qu'on appelle le COP, hein, j'en ai parlé plein de fois, j'ai fait des vidéos là-dessus. En fait, quand vous consommez 1 kWh d'électricité, ça comptait pour 2,3 dans le DPE, alors que quand vous preniez 1 kWh de gaz ou de fuel, eh ben, ça comptait pour 1 kWh dans le DPE. Donc il n'y a aucune raison de pénaliser l'électricité et de dépénaliser évidemment les énergies fossiles quand on en manque. Donc il faudrait tout simplement inverser ces coefficients, pénaliser
les coefficients du fioul et du gaz, et puis ne pas pénaliser, tout simplement compter 1 pour 1 le chauffage électrique. Et comme par miracle, vous verriez qu'il n'y aurait que des problèmes qui se régleraient, y compris sur les DPE, puisque les DPE ne mesurent pas tant l'isolation de votre logement que la consommation d'énergie. Et si vous considérez qu'avec l'électricité, vous consommez 2,3 quand vous consommez que 1, c'est évidemment se tirer une balle dans le pied. Ce coefficient a été revu d'ailleurs récemment. Il est passé de 2,3 à 1,9 et ça a permis de faire sortir 600 000 logements de l'interdiction de location et des passoires thermiques selon les DPE. C'est juste que c'est plus pénalisé. Voilà. Et donc, vous voyez, tout ça est complètement délirant. Mais vous savez, ça va finir par rentrer évidemment dans l'ordre parce que la réalité est un mur sur lequel toutes les idéologies finissent par se fracasser. C'est juste une question de temps. Je rappelle justement à propos d'idéologie que tous ceux qui nous dirigent, ici Ursula von der Leyen, mais ça a été le cas évidemment de François Hollande, d'Emmanuel Macron, premier mandat, deuxième mandat, il faudra attendre très tardivement pour que Macron dise mais finalement le nucléaire c'est pas si mal. Et donc von der Leyen qui avait dit que réduire le nucléaire en Europe était une erreur stratégique. Ben oui, Tintin, évidemment. Si tu veux te passer du gaz russe et qu'après tu n'as plus le gaz ukrainien et que tu ne veux plus de pétrole et que tu veux électrifier tous tes usages, les miroirs magiques, c'est-à-dire les panneaux solaires et les éoliennes, c'est très bien, c'est super, on va pas les critiquer. Simplement, c'est pas assez, d'accord, pour électrifier tous nos usages et assurer la stabilité d'une alimentation, d'un système électrique. Donc, sortir du nucléaire et des énergies fossiles en même temps, il fallait quand même pas être une vedette ni un as pour se rendre compte que c'était pas une super bonne idée et que c'était même une ânerie assez prévisible dans ses conséquences. Le nucléaire est évidemment incontournable. Je comprends également ceux qui disent que le nucléaire c'est dangereux, ils ont parfaitement raison, parce que le nucléaire c'est des risques majeurs. Le nucléaire c'est un risque systémique. Quand vous avez une éolienne qui brûle, c'est une éolienne qui brûle. Je vous dis pas que c'est bien, c'est pas bien une éolienne qui brûle, ça pollue, c'est caca, bou, là. Bon, un panneau solaire qui prend feu, bou, caca, boudin, pas bien, d'accord. Mais c'est un panneau solaire, c'est une éolienne, c'est une voiture électrique. Donc vous êtes dans un drame qu'on appelle individuel ou dans un accident individuel. Le problème, évidemment, c'est l'échelle de l'accident nucléaire. Quand vous avez un accident nucléaire, l'échelle est majeure et ça peut vous ravager des centaines de kilomètres carrés en fonction de la typologie de l'accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, rétro-pédaler sur le nucléaire, c'est très bien. Dire qu'on va faire du nucléaire, c'est très bien. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Simplement, le débat qu'on devrait avoir maintenant, c'est OK, mais si on se relance dans le nucléaire et qu'on va dans le nucléaire à fond, on ne peut pas se permettre d'être léger, idéologue ou silencieux sur la notion de sécurité de nos installations. Et donc, la sécurité nucléaire doit devenir un débat, un enjeu de débat national dont doit se saisir évidemment nos représentants, c'est-à-dire la représentation nationale, Sénat, Assemblée nationale, commission d'enquête, révision des normes, ceinture, bretelles, parachute, redondance, circuit 1, circuit 2, circuit 3, et puis si jamais il y a 3 trucs qui merdouillent, quelle est la 4e solution de secours, puis la 5e, puis la 6e, puis la 10e, et comment fait-on pour prévoir l'imprévisible et même le pire, et même un tsunami qui ne devrait pas avoir lieu, j'en sais rien moi, sur toutes les centrales nucléaires, allez je suis normand, que nous avons le long de la côte normande, et puis il y en a d'autres qui doivent être construites avec de nouveaux EPR dans les années qui viennent. C'est le long de la côte normande. Imaginons que demain, il y ait un astéroïde qui tombe dans la Manche. Et ben oui, la Manche, c'est pas une terre de tsunami, mais enfin là, on aurait un tsunami. Et donc, on fait quoi? Parce que si on ne le prévoit pas, évidemment, ça donne Fukushima. Bref, ils sont toujours en retard d'une guerre, d'une réflexion, d'une analyse, et c'est épuisant d'être dirigé par des gens qui ont à ce point peu de vision et autant d'idéologie. Alors revenons au choc énergétique qui aujourd'hui est complètement
inévitable. Donc là, vous avez, c'est Richttat Energy, c'est un site d'analyse spécialisé sur l'énergie. Et donc, pourquoi l'interdiction des chaudières à gaz dès cette année annoncée par notre Premier ministre, Monsieur Lecornu? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y aura plus assez de gaz pour les 5 ans qui viennent, parce qu'il va falloir jusqu'à 5 ans de réparation pour les installations industrielles de Ras Laffan au Qatar, qui sont les installations qui produisent du GNL. En cause, les turbines à gaz de très grande taille nécessaires à l'alimentation des compresseurs frigorifiques qui permettent de liquéfier le gaz. Ce sont des installations extrêmement coûteuses, extrêmement techniques. Vous n'avez que 3 fabricants au monde. Ils ont un carnet de commandes qui est plein de 2 à 4 ans. Et donc, le temps de fabriquer, le temps d'amener les pièces, le temps de les installer, c'est entre 3 et 5 ans pour remettre à ce stade de dégâts, parce que si la guerre reprend, que le cessez-le-feu ne tient pas et qu'il y a encore d'autres destructions, ce sera peut-être 10 ans pour remettre en état ces unités de liquéfaction de gaz pour le transformer en GNL et nous le transporter. Je ne vous parle pas, même pas du montant, 25 milliards de dollars de dégâts estimés à ce jour sur les installations pétro-gazières du Golfe Persique. Je vous en parle même pas parce qu'en réalité, ça, c'est même pas un problème. Et puis l'argent, ça s'imprime. En revanche, ce qui s'imprime pas, c'est les barils de pétrole, c'est le gaz, c'est les unités de liquéfaction, c'est les compresseurs et les turbines qu'il faut fabriquer. Tout ça, ça ne s'imprime pas, ça se fabrique. Et il y a ou il n'y a pas. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas. Donc vous savez quoi? Vos chaudières gaz, elles vont vous poser quelques petits problèmes et votre note de gaz va vous coûter très cher. Les amis, surtout si vous n'avez pas de contrat garanti, prenez-en un à partir du 1er mai, il y a une hausse de 15%. Prenez des contrats de gaz maintenant, regardez maintenant, essayez de vous assurer un prix sur 3 ans. Si vous êtes un particulier, vous pouvez résilier votre contrat gaz à n'importe quel moment, faites-le. S'il vous reste 1 an, résiliez maintenant et repartez sur un contrat de 3 ans. Réfléchissez à ça. Ce que je suis en train de vous dire là, partagez l'info, c'est hyper important. Vous avez du gaz, regardez tout de suite votre contrat gaz, regardez combien vous payez, regardez quel est le prix du kilowattheure auquel vous pouvez souscrire aujourd'hui sur un contrat avec des prix garantis sur la durée la plus longue, parce que les années qui viennent vont être compliquées sur le prix du gaz. Je parle sur le prix du gaz, les amis, c'est hyper important, plus 15%, il y a 7,5 millions de Français qui sont sur des tarifs fluctuants, d'accord? Donc, qui n'ont pas de contrat garanti. Alors, un contrat garanti, ça coûte un peu plus cher, ça peut coûter peut-être 10% plus cher que le cours aujourd'hui du gaz, mais en France, ça fonctionne, c'est la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Bon, c'est un mécanisme hyper compliqué, c'est des trucs de technocrates, d'énarques et de polytechniciens. Donc, ça donne des formules de calcul à s'arracher les cheveux. Mais globalement, sur le principe, les prix auxquels on souscrit les contrats ont 2 mois de retard par rapport à la réalité du marché. D'accord? Donc là, vous êtes quasiment sur des prix avant-guerre. N'hésitez pas, faites vos études, allez-y, courez, comparez votre contrat, regardez le temps qui reste. Éventuellement, s'il vous reste moins d'1 an, voire même 1 an de prix garanti, résiliez, c'est sans pénalité normalement, changez d'opérateur, prenez-en un autre et garantissez-vous 3 ans à peu près de tranquillité pour maîtriser votre budget. Hein, si vous êtes chauffé au chauffage gaz, bon, si c'est juste la cuisinière, c'est une faible consommation, mais si vous avez toute votre maison ou votre logement qui fonctionne au gaz, c'est hyper important de garder ça. Donc le scénario noir économique, bah, évidemment, c'est la guerre qui dure et qui entraîne des pénuries. C'était ce que je vous disais dans le dernier JT. Et la part du GNL, souvenez-vous, je vous mettais ça, doit passer de 19 à 45% en 2026. Et les stocks risquent de ne pas être remplis pour l'hiver prochain à cause du conflit au Moyen-Orient. Alors, s'il n'y avait pas eu de destruction et si le détroit d'Ormuz était vite débloqué, on pourrait se dire, bah, sur un malentendu, ça pourrait passer, on va y aller au talent. Comme dirait ma fille, sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué, on va pas y aller au talent. Il y a des dégâts physiques sur les installations et le détroit d'Ormuz, maintenant, il est doublement bloqué puisqu'il y a le blocus des uns et le blocus des autres par-dessus le blocus des premiers. Donc siège et contre-siège. Autant vous dire que nous n'avons pas l'arrière-train sorti des ronces, pour le dire politiquement. Donc,
ça, vraiment, je vous l'ai remis parce que vous voyez bien que ça ne change pas et c'est bien le sujet. Pénurie de kérosène, et oui, à partir de début mai, fin avril, début mai, donc attention avec vos billets d'avion. Deuxième petit tips, petite astuce, petite précaution à prendre, les amis, dans cette situation et dans cette conjoncture un petit peu compliquée, évidemment, eh bien, c'est que si vous réservez un billet d'avion et que vous partez, vous ne serez pas sûr de pouvoir revenir s'il n'y a plus d'essence à mettre dans l'avion qui vous ramènera. Donc moi, je ne vous dis rien, je ne suis pas à votre place, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais en ce qui me concerne, déjà je déteste l'avion, mais s'il y a bien un moment où je ne vais pas prendre l'avion, c'est maintenant, sauf si je peux revenir à pied de là où je vais aller. Quand je dis à pied, c'est évidemment une image, mais vous pouvez rentrer, si vous allez au Portugal, vous pourrez toujours rentrer en train du Portugal qui fonctionne à l'électricité. Vous pourrez toujours rentrer en train d'Italie. Donc, vous, au lieu de mettre 1h45 en avion, vous allez mettre peut-être 20 heures en train ou en bus, mais vous pourrez rentrer. Par contre, si vous traversez l'Atlantique, je n'ose même pas dire si vous vouliez aller vous perdre à Dubaï, le retour peut être compliqué. Donc, les aéroports européens alertent sur une pénurie systémique de kérosène imminente en raison du blocage du détroit d'Ormuz d'ici 3 semaines environ. Et oui, c'est assez logique, les amis, puisque le kérosène, eh bien, nous l'importons en grande partie des pays du Golfe et il n'y a rien qui passe. Alors, il n'y aura pas plus de kérosène du tout, il y aura beaucoup moins de kérosène. Et donc, pareil, quand vous avez 30-40% de kérosène en moins, ça veut dire 30 ou 40% de vols en moins. Donc, les compagnies vont supprimer tous les petits vols qui ne rapportent pas beaucoup d'argent pour se concentrer sur les vols qui, eux, en rapportent. Et vous allez avoir une inflation incroyable du prix des billets d'avion et des annulations importantes de billets d'avion, donc de vol, pardon. Donc, prenez vos précautions là aussi. C'est le moment de souscrire aux assurances annulation en lisant les petits caractères, avec les conséquences de la guerre et les cas de force majeure, sont bien pris en compte dans l'assurance annulation que j'achète, parce que sinon, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. L'Iran n'a pas intérêt à débloquer le détroit d'Ormuz, qui est son seul atout dans les négociations, et les États-Unis ont intérêt à détruire cet atout. C'est pour ça qu'ils font le blocus du blocus, ou le contre-siège du détroit d'Ormuz. Ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de détruire plus les installations iraniennes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce qui veut dire qu'a priori, ils auraient plutôt tendance à vouloir, a priori, en décrétant ce blocus, maintenir la trêve et donc le cessez-le-feu, ce qui là aussi est une bonne nouvelle, notamment pour les installations et puis évidemment pour tous les gens qui peuvent se trouver sous les bombes. Si effectivement... Et donc oui, alors les pénuries de kérosène, mais qui vont s'accompagner de pénuries de gasoil début mai. Et donc le Cornu vous l'a pas dit, il va pas faire paniquer tout le monde. Processus itératif, on vous mène par le petit bout du nez, on vous prépare tranquillement, gentiment, toc toc toc, ça évolue petit à petit. Et puis vous vous habituerez tranquillement à l'idée que vous avez intérêt à aller prendre un leasing social. Et donc si vous êtes un gros rouleur et si vous avez effectivement les possibilité d'avoir accès au leasing social, allez-y, prenez des voitures. J'ai un copain qui a acheté une Hyundai Inster, me semble-t-il. Il en est absolument ravi, ça lui coûte 100 € par mois et il roule beaucoup, ce qui veut dire qu'il dépensait 400 à 500 € de gasoil chaque mois. Et bien 100 €, il a en plus les 15 000 ou 20 000 km, je sais plus, dans son contrat. Enfin bon, bref, c'est super. Donc si vous y avez accès, allez-y, jetez-vous dessus parce que ça va être très 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 utile quand il va y avoir pénurie de gasoil. Alors comment se fait-il que seulement 12%, donc c'est un article que j'avais fait sur le site Le Grenier de l'Écho, gros problème, 30 à 40% de diesel provient du Moyen-Orient, et oui, et donc en fait on importe du pétrole brut, les copains.
Et donc, le pétrole brut que nous importons, nous, en France, qui vient du Golfe Persique, c'est entre 10 et 12%. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, sauf qu'en réalité, le gasoil que nous importons, lui, ça représente 30 à 40% de notre consommation. C'est pour ça que vous avez un gros trou dans la raquette et c'est pour ça que vous avez des prix du gasoil qui sont bien plus élevés que le prix de l'essence. Sachez que la France est, en termes de raffinage, excédentaire en essence. Nous exportons même de l'essence, puisqu'en fait, les gens ne le savent pas, mais dans un baril de pétrole, il y a X% d'essence, X% de kérosène, X% de gasoil, etc., quand on raffine un baril de pétrole. Et donc, compte tenu de notre consommation, nous sommes excédentaires dans le raffinage de l'essence, mais nous sommes largement déficitaires pour le gasoil, et donc nous en importons 30 à 40%, notamment des raffineries du Golfe. Et ça, c'est pareil pour le monde entier. Et donc, évidemment, il y a un trou dans la raquette. Donc, les prix du gasoil vont s'envoler fin avril, début mai. Les stocks stratégiques, a priori, ne seront pas redébloqués parce que vous devez les garder, notamment si la crise dure, pour alimenter vos services publics. Et c'est stratégique pour la nation. Et ça serait raisonnable et plutôt responsable de ne pas libérer d'autres stocks stratégiques et de les garder pour faire tourner les services publics, pompiers, police, armée, etc. Donc de toute manière, c'est peu probable que ce soit débloqué. Donc ils vont vous débloquer du leasing social. Et là aussi, eh bien, c'est plutôt une bonne idée. Alors nous allons vivre des choses violentes, des choses fortes, effectivement, des conséquences économiques très importantes. C'est le moment d'acheter une voiture essence, parce que de l'essence, il va y en avoir. Encore une fois, le monde est excédentaire et la France est excédentaire en raffinage d'essence. Et vous avez vu que vous avez de l'essence à moins de 2 euros le litre, mais du gasoil à plus de 2,40 € le litre. Et cet écart-là va encore s'accroître et vous allez sans doute voir 3 euros le litre au mois de mai, si évidemment la situation ne se débloque pas très vite. Voilà. Et évidemment, ça n'en prend pas le cas. Les navires vides attendent devant le détroit d'Ormuz pour pouvoir passer, pour pouvoir aller faire le plein. Tout ça, ce sont des chaînes logistiques. Donc évidemment, tout ça, ça prend plusieurs semaines pour tout remettre en marche. Si tout s'arrêtait aujourd'hui et si nous avions un accord de paix aujourd'hui et si tout pouvait repartir dès aujourd'hui, il faudrait déjà plusieurs semaines pour que tout arrive chez nous. Vous imaginez si ça ne repart pas et si les dégâts, à la limite en plus, continuent à augmenter. C'est une catastrophe absolue. Les exemples de pénurie, voilà, je vous les remets, vous ferez pause, vous agrandirez, vous regarderez. Vous pourrez venir télécharger cette présentation demain sur le site Le Grenier de l'Écho dans l'édito du jour. Le choc énergétique est imminent, il est à 2 à 3 semaines de nous, donc fin avril, début mai. N'oubliez pas, quand il manque quelque chose, l'ajustement se fait par le prix, d'accord? Donc s'il nous manque 30% de diesel, pour que nous écrasions 30% de la demande par une hausse des prix, c'est environ 5,50 € le litre, les copains. Eh oui, vous avez bien entendu. Pour qu'il y ait 30% de demande en moins sur le gasoil, il faudrait un ajustement prix, selon la formule mathématique, de 5,60 €. Simplement, disons que le prix psychologique de 3 € serait déjà, à mon avis, suffisant pour que la demande s'effondre, parce que beaucoup de gens ne pourront pas tout simplement se payer un gasoil à 3 € le litre. Voilà. Bon, ça, c'était une diapo de la semaine dernière. Ça, c'était aussi le choc inflationniste à 12,5%. C'était ce que je vous disais. Ça, c'est si ça continue comme ça, on est effectivement sur la tendance d'un choc inflationniste à 12,5. Si ça cesse immédiatement, et compte tenu du fait que le rattrapage va être long et que ça va nous pourrir l'existence sur les mois qui viennent, nous serons sur une inflation plutôt à 5,5% si cela cessait immédiatement. Donc le choc inflationniste qui nous arrive dessus, il est évidemment aujourd'hui totalement incontournable et inévitable. Voilà, on ne pourra pas passer à côté de ce choc inflationniste. Comment vous préparer? Je vous ai déjà dit, prenez un leasing social, prenez un contrat garanti sur votre gaz, c'est hyper important. Stockez évidemment ce dont vous avez besoin
parce que nous allons avoir des manques, des rationnements, nous allons avoir un petit peu tout ça et puis surtout, nous allons avoir, des pénuries ou des hausses de prix extrêmement fortes sur tout ce qui est produit à partir de et qui demande beaucoup d'énergie dans la production. Une boîte de conserve demande beaucoup d'énergie. Il faut laver les légumes, faut fondre l'acier, faut, stériliser, faut de la chaleur, faut souder et donc tout ça, ça coûte beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'argent pour des produits qui ne sont pas vendus cher. Et ensuite, votre boîte de conserve, pardon, excusez-moi, il faut la mettre dans des camions et transporter. Donc, typiquement ces produits-là vont évidemment en termes de prix complètement flamber. Et donc là, vous allez avoir des déréférencements en grande distribution. Souvenez-vous, il va y avoir des négociations entre les distributeurs, les grandes enseignes et puis les fabricants et les industries agroalimentaires. Ils vont pas être d'accord, ils vont faire la pression, ils vont supprimer les produits, ils vont pas les mettre. Vous allez avoir des rayons vides parce que voilà. Et donc vous allez avoir des pénuries subies, des pénuries créées, et puis vous allez avoir une forte inflation, et donc il va se passer la même chose, mais en pire que ce qui s'était passé pendant le Covid, enfin à l'issue du Covid et avec la guerre en Ukraine. Donc là aussi, plutôt que de stocker trop d'argent à la banque avec un livret A à 1,5, eh bien achetez vos boîtes de conserve et vos boîtes de pâté. Non seulement vous pourrez manger, mais en plus, vous savez quoi? Ça sera sans doute le meilleur placement. Là aussi, soyez raisonnable, ne transformez pas votre salon en évidemment en supérette, c'est pas le sujet, hein, vous voyez l'idée. Donc préparez-vous au choc de pénurie et d'inflation. Nous sommes toujours, évidemment, et c'est pour ça que je vous avais laissé cette diapo, dans une situation VICA pour volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Alors, regardez quelque chose d'ambigu, c'est et qui n'était pas intuitif, hein, c'est le blocage du détroit d'Ormuz par les Américains eux-mêmes. Donc le blocage du blocage et le blocus du blocus, avouez que celle-là, il y avait beaucoup de gens qui ne l'avaient pas vu arriver, bien entendu. Donc nous sommes dans une situation extrêmement volatile. Hier, c'était la paix et le cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est l'échec des négociations. Demain, les marchés vont peut-être corriger et baisser. Tout ça, c'est évidemment typique d'une situation VICA, donc on marche sur des œufs, donc on est zen, hein, et puis c'est pas maintenant que, évidemment, on fait des grands projets et qu'on prend le maximum de risques parce que la situation n'est pas stabilisée, donc vous avez un boulot, peut-être pas maintenant qu'il faut en changer, vous voyez, vous avez une maison, vous vouliez changer, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut se lancer dans un pré-relais, voilà, hein, donc petit conseil quand même important. Alors, ça, c'était le dossier spécial stratégie. Je vous en avais parlé la dernière fois. Eh bien, écoutez, on est pile poil dedans. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, là-haut, vous pouvez vous abonner à la lettre et au dossier stratégie. Et ça, il est en ligne depuis quelques jours. Et oui, malgré le fait qu'il y a un cessez-le-feu, j'ai sorti un dossier en disant que le crack aura lieu entre le 12 et le 26 avril, qui est la fenêtre de correction majeure la plus probable. Et finalement, l'échec des négociations relance complètement l'idée que je portais dans ce dossier, qui est que les marchés, après 40 jours de guerre, d'Ormuz bloqué et rebloqué, nous sommes dans le scénario le plus noir, c'est un véritable signe noir. Les dégâts sur l'économie sont considérables, vous allez avoir des pénuries de kérosène, les compagnies aériennes vont devoir annuler des vols, les artisans vont pas pouvoir trouver de gasoil. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la gravité de la situation, et les marchés font comme si de rien n'était, et donc des pénuries qui sont déjà inévitables, et quand il n'y a aucune correction significative des marchés, si ça ne rentre pas si la situation n'est pas réglée de manière très rapide, évidemment, on a des marchés qui n'ont pas corrigé progressivement, et donc des marchés qui ne corrigent pas progressivement sont des marchés qui s'effondrent brusquement et brutalement. C'est ce que nous avions vécu pendant le Covid, et c'est pour ça que j'ai modélisé mathématiquement, économiquement, ce scénario, c'est-à-dire on sait
à partir du mois de décembre, fin décembre 2019, qu'il se passe des choses en Chine. On a les premiers cas qui arrivent très rapidement en Europe. On a même cherché des cas à Wuhan en rapatriant des gens. Et donc, tout ça, évidemment, s'étend dans le monde entier, souvenez-vous. Et puis, les marchés font comme si de rien n'était. Janvier se passe bien, février se passe bien. Et puis, évidemment, 20 mars vient le confinement général, mondial et global. Et là, les marchés prennent conscience, parce qu'ils n'ont pas corrigé progressivement, de l'arrêt tout simplement de l'économie mondiale. Et ils s'effondrent brusquement de 30 à 40%. Et c'est une analogie qui, à mon avis, est extrêmement importante à travailler. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, ça ne veut pas dire que c'est certain, ça ne veut pas dire que c'est exactement forcément ça qui va se passer, mais enfin, il y a une probabilité non négligeable pour que nous vivions un phénomène similaire, qui est le biais de normalité dans lequel les marchés étaient tombés lors de la pandémie Covid et dans lesquels ils se trouvent, à mon avis, aujourd'hui. Donc j'explique tout ça dans ce dossier, et donc comprendre la mécanique et le crack qui va arriver du 12, c'est-à-dire aujourd'hui, au 26 avril. Nous avons une fenêtre. Alors bon, je ne vais pas vous dire ça sera le 25 avril à 15h02, je n'en sais rien. C'est une analyse, c'est un scénario, c'est une modélisation, c'est un calcul probabiliste, et donc ça nous amène sur cette période-là, et vous voyez que l'actu se met à peu près en route pour que ce scénario, évidemment, se réalise, et donc il va falloir comprendre évidemment la cinétique et la dynamique de ce qui va se passer dans les prochains jours, et puis adapter pour ceux qui sont en bourse votre portefeuille. Donc pour vous inscrire, c'est là-haut. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Partagez au maximum cette vidéo. Passez-la à ceux que vous aimez et à ceux à qui vous voulez filer la bonne info et les bons tuyaux. Et puis, bien écoutez, on se retrouve, oui, vous likez, vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez, vous activez les notifications, les cloches et les boosts. Et puis, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre JT du grenier, si l'actualité l'exige et si j'ai des choses à vous dire. Merci à vous tous, prenez grand soin de vous les amis, et à très bientôt. Salut.